Justin Trudeau rebrasse ses cartes. Il présente son nouveau Conseil des ministres. Les travailleurs de la santé non vaccinés auront-ils droit à un nouveau sursis au Québec? Moi, j'aime mieux, à un moment donné, reculer, m'ajuster, plutôt que d'être entêté puis de dire, par orgueil, on maintient des décisions. Et l'Australie s'engage sur la voie de la carboneutralité. Bonjour, ici Mathieu Bellumeur. Bienvenue au Radio-Journal. C'est donc aujourd'hui que le premier ministre Justin Trudeau, qui a été réélu il y a un peu plus d'un mois, le 21 septembre dernier, va dévoiler la composition de son cabinet. Comme toujours, à la veille de cette annonce, les rumeurs vont bon train. Karine Matheux est avec nous. Karine, donc, Stephen Guilbeault n'avait pas la dernière fois obtenu le ministère de l'Environnement, à la surprise de certains. Aujourd'hui, ce portefeuille risque fort de lui être confié? Oui, c'est ce qu'a pu confirmer Radio-Canada. Stephen Guilbeault, il s'est fait connaître en raison de son parcours de militant écologiste au sein d'Équiterre, de Greenpeace et comme conseiller. Et donc, après avoir fait ses armes au ministère du Patrimoine canadien, il serait prêt et succéderait à Jonathan Wilkinson. Il serait d'ailleurs nommé juste avant la COP26 qui s'ouvre dimanche à Glasgow. La ministre Mélanie Joly, quant à elle, devrait monter en grade. On dit en coulisses que son travail de stratège au Québec lors de la dernière élection aurait été remarqué. Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, lui, devrait perdre son ministère. Selon CBC, ce serait Anita Anand qui prendrait sa place. Après les scandales d'abus sexuels dans l'armée, Justin Trudeau lui souhaiterait nommer une femme à ce poste. Toujours selon CBC, la ministre de la Santé, Patty Ajdu, qui elle a eu comme dossier celui de la pandémie, serait aussi remplacée. On s'attend à ce que l'ancienne leader syndicale, Pascal Saint-Onge, élu dans Brome-Missisquoi, fasse son entrée au cabinet. Ce que l'on sait déjà, c'est que Chrystia Freeland demeure ministre des Finances et vice-première ministre. Justin Trudeau a déjà confirmé que son cabinet serait paritaire. La cérémonie d'assermentation est à 10h30, heure de l'Est. Vous pouvez aussi suivre nos émissions spéciales. Merci beaucoup, Karine. Je vous en prie. Parlons maintenant du premier ministre du Québec qui n'exclut pas de repousser à nouveau la vaccination obligatoire des travailleurs et des travailleuses de la santé. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Donc, Jean-Philippe, François Legault se dit prêt à faire preuve de flexibilité pour éviter des problèmes dans le réseau de la santé et des bris de service à certains endroits. Oui, effectivement. Donc, le premier ministre Legault, Mathieu, qui est beaucoup moins ferme que son ministre de la Santé sur la date butoir du 15 novembre. Le premier ministre Legault qui estime qu'il pourrait être donc nécessaire de repousser une fois de plus la date limite du 15 novembre. En entrevue hier à notre collègue Alec Castonguay à Midi Info, il a ouvert d'ailleurs la porte à cette possibilité. Il a notamment évoqué une modulation de l'application de la mesure, de l'obligation dans le fond de se faire vacciner après le 15 novembre, selon l'ampleur de la pénurie de personnel dans chaque région. Je vous invite à écouter le premier ministre du Québec, François Legault. On a à peu près 3 % des infirmières qui ne sont pas vaccinées actuellement. Ça peut sembler peu, mais à certains endroits, c'est beaucoup. Là, on le voit, les choses s'améliorent à certains endroits. Donc, il y a des endroits où on va pouvoir être un peu plus dur pour le 15 novembre. Mais il y a peut-être des endroits où on n'y arrivera pas. On va regarder la balance des inconvénients. Donc, Jean-Philippe, hier, le premier ministre a donné une série d'entrevues et il a aussi parlé de médecins de famille. Oui, on se souvient, Mathieu, qu'il les a pris pour cible dans son discours d'ouverture la semaine passée. En entrevue au téléjournal avec Céline Galipeau, il a souligné que la majorité des médecins ont assez de patients, mais qu'il reste une minorité qui n'en prennent pas suffisamment. Des médecins, selon le premier ministre Legault, qui devront changer leur pratique. On l'écoute à nouveau. On se retrouve aussi avec une espèce de cercle vicieux. C'est qu'actuellement, 50 % des patients dans les urgences auraient dû être traités dans les cliniques parce qu'il y avait des petits problèmes là, qu'on appelle P4 ou P5. Donc, parce que les cliniques en première ligne ne prennent pas en charge les patients sont obligés d'aller à l'hôpital, puis on est obligé d'avoir plus de médecins de famille dans les hôpitaux. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. On reste au Québec. Le port du masque est obligatoire à compter de ce matin dans les écoles primaires et secondaires, dans les résidences privées aussi pour aînés de la Matapédia. La COVID-19 continue de se propager dans cette région du Québec. Le Bas-Saint-Laurent a enregistré 50 nouveaux cas de coronavirus au cours de la fin de semaine dernière, dont 39 dans la MRC de la Matapédia. Au Nouveau-Brunswick maintenant, des parents demandent au gouvernement de rendre les tests de dépistage rapide pour les enfants disponibles dans les garderies. Ces tests sont offerts depuis près de 2 semaines dans les écoles primaires et secondaires et permettent le retour en classe plus rapide des écoliers qui ont été en contact avec une personne infectée. Pascal Rechnog. La fille de Laurie Racine, âgée de 9 ans, a récemment été en contact avec la COVID-19 à la garderie.
On lui a demandé de s'isoler pendant 14 jours. Je me disais, c'est parfait. De toute façon, avec le nouveau système de test rapide, on va faire ça à la maison, puis elle va pouvoir retourner en présentiel à l'école. Laurie Racine a cependant eu une mauvaise surprise. L'école lui a expliqué que sa fille n'est pas admissible au programme de dépistage rapide. C'est que ce programme est seulement pour des élèves qui ont été en contact avec le virus en milieu scolaire. Sa fille devra donc poursuivre son apprentissage à la maison pendant 2 semaines. Le plus gros défi, c'est la tristesse de ma fille présentement, parce que c'est une petite fille qui aime beaucoup aller à l'école. Même si elle fait de son mieux pour encadrer sa fille, elle n'a pas les mêmes compétences que les professionnels de l'enseignement. L'enseignant nous envoie des documents, c'est super, mais veut pas, ce n'est pas ma profession. Elle demande au gouvernement d'élargir les critères d'admissibilité au programme de dépistage rapide. Le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy, se dit sensible à la réalité des parents dans cette situation. Il explique que le programme n'en est qu'à ses débuts et qu'il souhaite l'élargir au cours des prochaines semaines. Pour assurer qu'on n'épuise pas tout le système, on essaie d'ajouter une étape après une autre étape pour le faire dans une manière progressive. Selon Dominic Cardy, l'inclusion des garderies dans le programme de test de dépistage rapide est sur la table. Ici Pascal Reichner, Radio-Canada, Moncton. Élections municipales. À moins de 2 semaines des élections municipales au Québec, Valérie Plante et Denis Coderre se sont affrontés hier soir à la télévision de Radio-Canada. Les 2 principaux candidats à la mairie de Montréal ont discuté sur un ton généralement posé et courtois, mais les échanges au sujet du logement et de la sécurité ont été plus vifs. Voici le compte-rendu de Benoît Chapdelaine. Les rares accrochages ont mis en relief certaines positions des candidats. Valérie Plante favorise par exemple une plus grande intervention de la Ville dans le marché de l'habitation. Vous avez un double discours, on ne va pas se le cacher. Votre candidat à la mairie fait des flips en ce moment dans Verdun. Il n'y a aucun double discours. Quel message est-ce que ça envoie aux citoyens puis aux familles qui veulent rester à Montréal? Il n'y a pas de double discours. L'abordabilité, l'incidence sur les prix ont un lien direct avec la densité. Quand vous avez plus d'offres, les prix baissent. Alors, on n'est pas là pour gérer les prix. Autre thème, la sécurité. Denis Coderre veut beaucoup plus de policiers pour rassurer la population confrontée à des fusillades. Sur le terrain, les gens ont peur. Les gens ont besoin d'outils. Les gens ont besoin d'avoir plus de policiers sur le terrain. Valérie Plante accuse Denis Coderre d'exagérer les problèmes de sécurité. De là à dire que la ville est dangereuse, je trouve que c'est mettre de côté tout le travail de celles et ceux qui assurent notre protection. C'est irresponsable. Qu'arriverait-il à Valérie Plante et Denis Coderre en cas de défaite électorale? Si la population veut me donner le rôle de chef de l'opposition, rôle que j'ai déjà occupé et qui est important pour la démocratie, vous savez que j'avais des problèmes de santé. Et donc, à ce moment-là, je pense qu'il faut pouvoir accepter ce verdict. J'ai envie de rester, ça c'est sûr, mais je pense que le plan A, c'est vraiment de gagner. Je pense que Montréal a besoin d'un nouveau leadership. Il y a 4 ans, Denis Coderre avait annoncé sa démission le soir même de sa défaite électorale. Ici Benoît Chapdelaine, Radio-Canada, Montréal. On peut parler d'un revirement majeur dans le dossier du 3e lien à Québec. Le gouvernement Legault ne permettra pas aux automobilistes de sortir dans le secteur Saint-Roch au centre-ville. Selon la nouvelle version du tracé, seuls les autobus pourront avoir accès au centre-ville. Les automobilistes seront plutôt dirigés vers les autoroutes Laurentiennes et Dufresne-Montmorency. L'Australie, un des plus mauvais élèves parmi les pays riches en matière de lutte contre les changements climatiques, s'engage finalement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. À quelques jours de la conférence des Nations unies sur le climat à Glasgow, la COP26, la nouvelle tombe à point, sauf qu'elle fait beaucoup de sceptiques. Grégory Pless. Tout changer sans rien changer. C'est le drôle d'engagement qu'a pris aujourd'hui Scott Morrison, qui, après des débats houleux au sein de sa majorité, vient d'annoncer qu'il engageait son pays vers la neutralité carbone d'ici à 2050. Un plan qui prévoit notamment des investissements de plus de 10 milliards d'euros dans des technologies à basses émissions, comme par exemple le solaire et l'hydrogène propre. Mais il a également précisé que ce plan ne remettait pas en cause les activités les plus polluantes du pays et qu'en gros, personne n'aurait à se serrer la ceinture. Nous n'allons pas cesser de produire du gaz et du charbon, ni d'en exporter. Ce plan n'affectera ni les particuliers, ni les entreprises, ni l'ensemble de l'économie, avec des taxes supplémentaires imposées. Ça ne détruira pas d'emplois dans le secteur agricole, minier ou gazier, car ce que nous faisons, ce sont des choses positives. Des promesses qui peinent à convaincre l'opposition travailliste, d'après qui il n'y a rien de nouveau dans ce plan, si ce n'est le prolongement de législation déjà en place. Scott Morrison assure pour sa part que son plan sera salué par la communauté internationale à Glasgow, dont il va prendre la route ce jeudi. Grégory Pless pour Radio-Canada, Sydney. Voilà, c'était le Radio Journal. Ici Mathieu Bellumar au nom de toute l'équipe. Merci d'être à l'écoute. Bonne journée.